Merci beaucoup Nidal pour cette proposition et à tous d'être aussi nombreux aujourd'hui. Donc moi je suis Jean-Victor Blanc, je suis médecin psychiatre et addictologue à l'hôpital de Saint-Antoine à Paris et j'ai développé effectivement depuis quelques années une manière de parler de la psychiatrie en utilisant la pop culture, notamment et avant tout pour déstigmatiser les personnes vivant avec un trouble psychique et aussi plus largement les psychiatres. Et c'est vrai que à ce titre-là, jusque-là, j'évitais quand même un peu les sujets autour de la violence des serial killers qui, comme l'a très bien expliqué Nidal, sont quelque chose de très fascinant, mais qui quand même augmente énormément les discriminations qui peuvent concerner les personnes concernées, notamment avec un amalgame sur effectivement c'est quoi un serial killer, c'est quoi la psychopathie, c'est quoi la schizophrénie. Pour autant, grâce à cette présentation, je me suis un peu confronté au sujet et puis surtout l'idée, ça va être, maintenant qu'on a vu dans la vraie vie et au tribunal ce que c'est, de réfléchir un petit peu plus largement à la question de la violence en lien avec la psychiatrie et ses représentations à l'écran. Alors évidemment, on va commencer par quelques films cultes. C'est difficile de ne pas parler du film Psychose d'Alfred Hitchcock, l'histoire de Norman Bates qui va trucider une jeune femme avec dans ce film qui est vraiment un thriller tout un engouement. Alors déjà le terme et rien que le titre de Psychose qui reste aujourd'hui quelque chose de très fort lorsqu'on parle de troubles psychotiques, c'est que on pense beaucoup au film, alors que finalement dans le film il y a un expert psychiatre qui arrive et qui finalement à la fin diagnostique, alors je vous spoil un petit peu, un trouble trouble dissociatif de l'identité, avec pour le coup quelque chose d'assez rocambolesque où effectivement c'est un espèce de vague tableau psy qui ressemble pas à grand chose, mais néanmoins qui est très fascinant et c'est sur ça que repose le film. Et c'est vrai que pendant beaucoup, et on va le voir dans d'autres exemples, beaucoup de films, notamment avant, avaient tendance à utiliser quelque part un peu des symptômes psychiatriques au service d'une intrigue. En l'occurrence, Psychose, c'est un très bon thriller, c'est un film culte, qui est fascinant, qui est très intéressant, mais ça dit quand même globalement pas grand chose de la réalité de ce que les personnes avec un trouble psychique peuvent vivre. Autre film qui là aussi est clairement une référence lorsqu'on parle des serial killers, le film Silence des agneaux, avec, alors là c'est le double, le double win, puisque à la fois on a l'histoire de deux serial killers, dont un et un psychiatre, donc ce qui rajoute quand même encore une fois quelque chose et surtout qui contribue probablement à une image assez stigmatisante, donc en l'occurrence Hannibal Lecter qui est un psychiatre et qui est aussi un serial killer qui est cannibale. Donc là, on est quand même à un niveau assez haut. Je ne sais pas si ça vaut les chats ébouillantés de Nidal, mais quand même d'angoisse et d'horreur assez important. L'autre serial killer dans le film est une personne transgenre avec là aussi une certaine stigmatisation. Néanmoins, ce qui est intéressant dans ce film, c'est finalement que on voit très bien l'objet de la manipulation avec du coup ce psychiatre qui certes est un dangereux criminel et aussi extrêmement intelligent. Alors là aussi, qui est un cliché qu'on voit assez souvent dans les films avec des psychiatres, mais aussi finalement une critique à travers le personnage de la jeune femme de Jodie Foster, de finalement elle est manipulée autant par ce psychopathe que par sa hiérarchie, que par le FBI, que par la société, et c'est vrai que là-dessus ce film est intéressant. Et puis de manière beaucoup plus récente, c'est vrai qu'aujourd'hui il y a une explosion des représentations de la santé mentale à l'écran. Il y a même une série, une anthologie, c'est-à-dire que c'est un ensemble de saisons qui sont chacune sur un sujet qui s'appelle Monster sur Netflix, autour de serial killers. Alors la première saison c'est Jeffrey Dahmer dont Nidal nous a parlé tout à l'heure. La deuxième saison c'est autour des frères Menendez, donc c'est des grandes histoires criminelles aux États-Unis. Ce qui est intéressant et qui est assez contemporain, c'est qu'on voit aujourd'hui que dans les films, même ceux qui vont parler de la violence à l'écran et des troubles psychiques, vont quand même avoir cette idée d'enquêter sur ce qui s'est passé, sur les traumatismes qui précèdent les passages à l'acte. Il y a toujours cette fascination pour, alors là en l'occurrence, c'est dans la deuxième saison, deux adolescents à Beverly Hills dans un milieu extrêmement privilégié. Ce qui rajoute aussi quelque chose d'un petit peu gênant, parce que ces deux très beaux garçons, très riches, qui sont très sympathiques et qui trucident leurs parents. Mais aussi, et c'est ça qui est intéressant, on voit que en fait c'est aussi une histoire d'inceste familial, notamment de la part du père sur ces jeunes garçons, qui est un sujet quand même très tabou et que c'est assez bien amené dans la question de la construction aussi de ces individus et du regard qu'on peut avoir dessus, même si c'est vrai que c'est assez gênant puisque, et on en reparlera,
aujourd'hui, la fascination pour le serial killer, elle vient aussi finalement leur donner une certaine empathie, ce qui peut être à certains endroits problématique ou en tout cas questionnant. Alors, on va voir un peu maintenant quels sont l'impact finalement de toutes ces fictions sur le réel. Parce que si c'est juste pour dire ah bah tel film il est sympa ou tel film il nous donne une mauvaise image des psychiatres, en fait l'idée c'est qu'est-ce que ça peut dire derrière. Évidemment, hein, 75 Volotine dans de coucou et on va voir qu'en 2025 on n'en a clairement pas terminé avec Sam Nussfelder, hein, qui est elle aussi actuellement sur Netflix, qui elle aussi, alors qui n'est pas une serial killeuse, hein, mais qui néanmoins, dans la série de Netflix sur son personnage, on enquête aussi sur son enfance, son parcours et pourquoi est-ce qu'elle est devenue aussi méchante, ou en tout cas un peu sadisante avec les patients dans son service. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de Netflix. Alors là, pour le coup, ce n'est pas une serial killer, hein, il s'agit de Emily in Paris, mais une étude qui est néanmoins assez intéressante, qui a montré, qui a été diligentée par Netflix, que les spectateurs, alors c'était aux États-Unis, en Allemagne et au Japon, qui avaient vu une fiction française sur Netflix, étaient 3 fois plus susceptibles de prévoir leurs prochaines vacances en France. Quand on voit la vraisemblabilité des séries de Netflix, bon, pour ceux qui connaissent ou qui vivent à Paris, effectivement, c'est pas tout à fait Emily de Paris, hein, c'est pas très vraisemblable, c'est pas vraiment la vie parisienne, et néanmoins, on voit à quel point il y a un impact de ces fictions sur le comportement. Alors ça, c'est pour une petite série qui se passe à la Samaritaine, avec beaucoup de luxe, certes, mais qu'est-ce que ça peut dire pour la psychiatrie ? Eh ben ça, c'est une étude qu'on a fait dans le sillage du festival où on a demandé à un millier de Français, alors ça a été diligenté par Odoxa, donc c'est un sondage représentatif de la population française, c'est pas une étude scientifique, mais en moins c'est un institut de sondage reconnu, de leur demander, selon eux, quelles étaient les sources d'informations fiables sur la santé mentale. Alors, ils citent, et on peut être content, mais bon, évidemment, c'est du déclaratif, les professionnels de santé, donc ça c'est bien, les campagnes de santé publique, bon, qui se font attendre, notamment cette année de grandes causes, mais c'est encore un autre sujet, les témoignages de personnalités publiques, qui arrivent quand même pour 30%, et quand même un quart cite les films et les séries abordant le sujet. Donc en fait, aujourd'hui, les films et les séries sont aussi considérés comme un moyen d'information, comme représenter une certaine réalité et finalement comme une source d'appréhender le réel. Ce qui est quand même assez nouveau. Il y a un mot valide qui s'appelle l'edutainment, cette contraction entre l'éducation et l'entertainment, où en fait, en se divertissant, on apprend. Et aussi, on prend finalement, consciemment ou inconsciemment, pour réel, pour acquis, finalement, des choses qui relèvent de la fiction, et notamment pour la psychiatrie. Alors, quand on se dit ça, avec un effet qui est quand même aussi lié à l'âge, et puis surtout qui est assez intéressant de voir que c'est quand même cité avant les articles et les documentaires sur le sujet, ce qui à la fois dit beaucoup du discrédit aujourd'hui envers les médias, aussi peut-être pendant longtemps une certaine mauvaise qualité, clairement, de la couverture médiatique sur le sujet. Alors, il y a une étude expérimentale qui a été faite pour justement voir est-ce que après un film, en l'occurrence le Joker, est-ce que ça modifie les perceptions vis-à-vis des patients en psychiatrie? Eh bien, la réponse est oui. Alors, cette étude, elle est assez marrante. Elle a été faite en 2020, au moment de la sortie du Joker. Ils ont randomisé 2 groupes au cinéma. Un groupe allait voir le Joker et l'autre groupe allait voir Terminator. Alors, ils ont pris Terminator en se disant que ça ne parle pas vraiment de psychiatrie et que, du coup, c'était un bon moyen d'avoir un effet placebo. Ils leur ont fait passer plusieurs échelles, notamment une échelle d'évaluation de la stigmatisation en santé mentale avant le film et après le film, et ils ont comparé et ils ont vu que effectivement les personnes à la sortie du Joker avaient augmenté leur stigmatisation, leur perception négative des personnes vivant avec un trouble psychiatrique. Ce qui quand même, alors évidemment, c'est juste de l'avant-après, il faudrait voir sur combien de temps, etc. Néanmoins, il y a quand même un effet qui est probablement certain. Et c'est vrai que ça montre bien la complexité d'aborder ce type d'œuvre et de l'image que ça peut donner. Après, dans le Joker, ce qu'on peut dire et ce en quoi on peut peut-être aider, c'est finalement d'accompagner, par exemple, une projection d'un film comme ça en disant le moment où à la fin il se met à être quasiment guéri en tuant des gens, c'est complètement fictionnel. En revanche, il y a des choses qui sont assez vraies, notamment tout le fait qu'il soit avant tout victime de violence avant d'être auteur. Et on va voir que ça, pour le coup, c'est quelque chose qui a été montré dans des études ultérieurement. C'est aussi quelque chose qu'on peut utiliser en sémiologie. À Sorbonne, on a plusieurs cycles d'UE autour de ça, où on utilise en fait vraiment les films pour faire de la sémiologie psychiatrique auprès des étudiants en médecine et des externes.
un film par exemple comme Monster sur une autre, alors pour le coup c'est un peu l'exception puisque c'est une serial killeuse féminine jouée par Charlize Theron, qui a un très beau film, qui a eu d'ailleurs, elle a eu l'Oscar de la meilleure actrice, elle est assez méconnaissable, mais oui c'est bien Charlize Theron sur cette affiche, où elle montre donc une femme qui a un trouble de la personnalité grave, qui elle-même est aussi victime de violence, qui est dans une grande précarité, qui à certains moments exerce le travail du sexe, donc beaucoup de choses qu'on a vues tout à l'heure dans la réalité. Ça peut être un bon support pédagogique à condition évidemment de l'accompagner. Là évidemment on va pas faire un ciné-club ou un enseignement de sémiologie à la sortie de chaque cinéma. Néanmoins, ça peut être aussi une manière intéressante et intelligente de finalement progresser et faire mieux connaître notre spécialité et notamment enseigner la psychiatrie aux étudiants. Parce que dans le réel, si on se dit oui mais alors les fictions finalement c'est n'importe quoi et c'est stigmatisant, quid du réel? En fait le réel c'est vrai que autour des faits divers, ça véhicule une image encore plus négative et autant avec la fiction, on peut dire bon ça c'est de la fiction, c'est une vue d'auteur, c'est une vue artistique, on peut rigoler un peu autour de Psychose ou du Silence des agneaux. Bon, quand c'est pris comme étant des faits réels, des faits divers, c'est beaucoup plus compliqué. En témoigne cette une, et notamment, il faut le savoir, la plupart des grandes réformes en psychiatrie, il reste combien de temps? Rien. En psychiatrie, le fait divers, finalement, souvent des lois sont dictées clairement par le fait divers. Bon, je speed parce que quand même, t'as pris plus de temps. Oui, excuse-moi. Je rigole. Donc ça, quelques exemples autour de faits divers parlant de schizophrénie et clairement liés à la violence. Cette slide sur finalement le fait qu'aujourd'hui, c'est quand même un message important à avoir et à véhiculer. Une très petite minorité des crimes sont commis par des personnes ayant des troubles mentaux sévères, notamment troubles bipolaires et schizophrénie, qu'au contraire, les patients sont beaucoup plus victimes qu'auteurs de violences et que lorsqu'ils sont violentés, les patients ont beaucoup moins de chances d'accéder au système de soins, beaucoup moins de chances d'être entendus, de déposer une plainte. Et aussi, et c'est un peu ce qu'on voit dans le Joker, et c'est assez intéressant de le souligner, et surtout que ce soit authentifié, les personnes atteintes de schizophrénie, lorsqu'ils ont été eux-mêmes victimes de violences, sont plus susceptibles d'être eux-mêmes violents dans les 6 mois après. Donc il y a aussi quelque part une résonance. Évidemment, il ne s'agit pas de justifier cette violence, mais néanmoins d'essayer de la comprendre et de pouvoir un peu en faire quelque chose. Avec aussi des rumeurs, alors on va aller vite là-dessus, mais sur l'influence des films sur ce qu'on appelle les copycat murders, c'est-à-dire que par exemple autour de la série de films Scream, qui est vraiment là aussi sur un ensemble de serial killers, il y en a un par film, et là on arrive sur le 7e, donc ça commence à en faire beaucoup, sur des rumeurs comme quoi des passages à l'acte ont eu lieu en s'inspirant du film. Ce qui alors est un peu remis en question, notamment avec des études qui montrent que c'est surtout finalement avoir vécu des violences dans la vie réelle qui va diminuer l'empathie et diminuer les réductions de la réactivité émotionnelle à la violence. Ça, c'est mesuré par des mesures, par exemple, de la pression artérielle, etc. Beaucoup plus que l'exposition à la violence cinématographique. Donc, même si peut-être que certaines personnes qui étaient extrêmement vulnérables ont pu être inspirées par des films et de la fiction, il faut quand même rappeler que c'est un peu injuste, et il y a un petit peu le même débat en ce moment autour des réseaux sociaux, de faire porter le chapeau à un film comme Scream aux États-Unis versus le système et l'accès aux armes dans ce pays, ou d'autres critères, notamment la précarité, les antécédents de violences sexuelles, etc., ou de violences sur les enfants, dont on a parlé tout à l'heure. C'est un petit peu l'effet Dungeons and Dragons, qui est un jeu de société qui aujourd'hui paraît complètement inoffensif, mais qui dans les années 80 était accusé de favoriser les meurtres en série auprès des adolescents. C'est sûr que ça peut faire un petit peu rigoler à l'heure de TikTok, mais néanmoins, c'est assez facile aussi dans les médias de monter un peu toutes ces questions en épingle. Jean-Victor, oui. On nous attend. Il y a bon. une autre session. Donc, pour finir avec voilà. effectivement l'empathie que peuvent susciter aussi les tueurs, et ça c'est complètement nouveau, je vous conseille d'aller voir un peu qui est Luigi Mangione sur Internet. Et puis pour finir, la série Adolescence, qui là où dit ça en dit long, un jeune garçon qui tue une de ses camarades au lycée, et qui aujourd'hui, alors non seulement a été la série la plus regardée sur Netflix, qui quand même en dit long sur la fascination autour de ce fait inspiré d'un fait divers, qui a eu une répercussion avec aussi un fait divers qui s'est passé, qui ressemble un petit peu à ça à Nogent-sur-Marne le mois dernier, et un espèce d'engouement, notamment du gouvernement, qui propose de projeter cette série pour faire de la prévention, ce qui pose quand même beaucoup de questions, et pour lesquelles clairement nous en tant que professionnels de santé, on a clairement un rôle à jouer.
Voilà ce dont je voulais vous parler Et- rapidement. Merci Jean-Victor. Avant de partir, mettez-vous au milieu. Jean-Victor et moi, on va prendre un selfie parce que c'est l'anniversaire de Jean-Victor aujourd'hui et ça lui Non. fera plaisir. Allez.